Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre quatrième déclic conscience et surtout dans la seconde partie des consciences économiques. Nous avons abordé lors de la première partie la nécessité pour l'entreprise de conscientiser ce qu'elle était en tant que structure. Nous avons parlé d'entité organique et une personne nous a partagé une idée qui pourrait totalement résumer la partie 1. L'entreprise doit prendre conscience qu'elle doit basculer d'une organisation économique à un organisme économique. Alors, comment opérer cette bascule? Eh bien, via le travail d'introspection de la structure dont nous parlions en première partie, point de départ d'un véritable processus de conscientisation et de conscientisation. Alors, c'est pourquoi nous allons aujourd'hui aborder les coulisses de cette introspection pour comprendre ce qui relie tous les défis de l'entreprise. Et c'est à toi, Jennifer, de nous parler des entreprises. Merci Emma, bonjour à toutes et à tous. Et j'ai envie de revenir sur cette notion de défi parce qu'effectivement, notre monde économique croule sous les défis. Défi du sens et de l'authenticité, défi écologique, climatique, environnemental, défi de la responsabilité sociale mais aussi sociétale, défi de la pérennité de toutes les espèces, qu'elles soient végétales, animales, minérales, humaines, défi des nouvelles technologies, de la digitalisation, de l'intelligence artificielle et j'en passe encore des défis. Mais en fin de compte, ce dont on s'aperçoit très rapidement, c'est que l'entreprise est assommée de défis, avec en plus la particularité qu'ils ont tous d'être devenus, ils sont tous devenus prioritaires, urgents. Donc en fin de compte, on a des défis pluriels et quelque part en apparence très hétérogènes. Et face à un autre défi, qui est celui du temps. Justement, ce temps parce qu'on est pressé, parce qu'en fait, on doit réussir maintenant à résoudre ce que l'on a laissé faire. Et donc, comment gèrent les entreprises ces défis? Le problème, c'est qu'en fin de compte, pour les prendre tous de front, elles mettent des mots-clés sur chacun de ces défis, un mot-clé qui permet effectivement de mettre en face une expertise clé pour pouvoir les déléguer après dans des services spécialisés, dédiés. Donc maintenant, aujourd'hui, on a des défis avec un expert en face de chaque défi. On a un expert RSE qui, par contre, est totalement dissocié de la stratégie globale. On a un expert SQVT qui de plus en plus devient dissocié du pôle fondateur des ressources humaines. En fin de compte, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train de compartimenter les défis, mais en même temps, on est en train de compartimenter les solutions. Donc, on n'a plus rien qui est lié, ni les problématiques, ni les solutions. Donc, ce n'est pas étonnant que l'entreprise elle soit submergée. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est presque même anxiogène, puisqu'on sait que les défis vont être de plus en plus grands dans le monde à venir. Et donc, il faut véritablement qu'elles arrivent à relier ces défis. Oui, les entreprises, elles devraient s'inspirer du vivant, car dans le monde du vivant, tout est lié et c'est par ce lien, cette interconnexion des éléments entre eux, que la nature est régénérative. Cela lui permet de se reconstituer en permanence, à la fois sans laisser de déchets et en restant en équilibre. C'est cette dynamique d'interconnexion qui lui permet aussi de se régénérer en milieu hostile, quitte à changer ses interconnexions pour survivre. Le monde de la high-tech s'inspire clairement du biomimétisme. L'IA en est le pur produit. Tout le principe de l'IA repose sur la logique d'interconnexion des données. Et c'est d'ailleurs grâce à cette dynamique d'interconnexion que l'IA est aussi performante, voire de plus en plus performante. Si l'IA en est capable, les leaders en sont totalement capables également. Il suffit juste de regarder les complémentarités et de les atteindre. L'IA, elle incarnera toujours la rapidité et la performance froide, alors que les leaders, eux, ils doivent incarner avec leur dimension humaine la subtilité et la sensibilité pour créer ensemble une économie organique. Alors, en tous les cas, j'aime beaucoup ce parallèle avec l'IA parce que quand je parle de l'accumulation des défis, je fais aussi le parallèle au monde du hardware. En informatique, quand il y a comme ça une accumulation de flux qui nous font arriver à un goulot d'étranglement. D'ailleurs, c'est clairement ce dans quoi sont les entreprises aujourd'hui. Elles sont dans un véritable goulot d'étranglement. Ce n'est pas le nombre de flux qui est remis en question, c'est le réseau le réseau qui a été conçu initialement. C'est toujours une problématique de conception au départ. Et je pense que c'est vraiment ça c'est vraiment ce schéma dans lequel il faut que les entreprises arrivent à rentrer. Il faut qu'elles comprennent qu'elles n'arriveront pas à résoudre les défis d'aujourd'hui, effectivement, si elles restent dans la conceptualisation classique
de nos entreprises. Aujourd'hui, on parle du burn-out de nos salariés, mais en fait, on est clairement arrivé dans le burn-out de nos organisations. Donc, il faut véritablement qu'elles arrivent à intégrer cette notion du complexe dans leur façon, dans leur conceptualisation. Et aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que les entreprises, elles ont été pensées pour gérer uniquement le compliqué. Elles n'ont jamais été pensées pour gérer le complexe. Oui, les problèmes quand on gère le compliqué, les problèmes se gèrent de façon successive. On veut passer d'un point A à un point B et on imagine des étapes pour y arriver. Et quand B n'est pas atteint, par exemple, eh bien, on revient en arrière. On vérifie ce qui n'a pas été bien fait dans le passé. On refait inlassablement les étapes, on les adapte aux besoins, mais on ne repense pas les fondements du système. On n'y pense même pas, on reste dans des logiques de résolution de problèmes au travers de la rétroaction et on améliore les faits passés. Alors que dans le complexe… Je me permets de dire quand même, Emma, que ce dont tu parles là, ce n'est pas nous aujourd'hui qui le conceptualisons, c'est vraiment un sujet sur lequel travaille Edgar Morin. Oui, bien sûr. Edgar Morin nous a parfaitement défini ce qu'était le complexe. Et on sait que le propre du complexe, c'est qu'il empêche l'observateur de prévoir sa rétroaction, son comportement ou son évolution par le calcul. On ne sait pas où on va arriver. Une interaction en engendre une autre, non anticipée, mais aussi avec ses propres incidences. Donc, si on veut des incidences positives, il faut que chaque entité qui se connecte soit au même niveau de conscience et de responsabilité et de responsabilisation. Si on comprend ce schéma, on a la clé, il me semble, pour comprendre la problématique actuelle de nos entreprises. Alors, je vais juste enlever le partage d'écran. Voilà. En tout cas, oui, là où je trouve qu'effectivement, l'expertise d'Edgar Morin, ce qui fait la différence entre le compliqué et le complexe, est extrêmement intéressante parce que clairement, pour moi, nos entreprises, elles ont été pensées dans cette façon linéaire, cette progressivité dont tu parlais à l'instant. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ont été, je crois, dans l'illusion qu'elles avaient des objectifs simples à relever, tels que le client est roi. C'est quand même, finalement, on se rend compte qu'en allant dans ce genre de dynamique, on canalise notre énergie et notre obsession que sur un élément, sans se soucier finalement des incidences, des conséquences qu'il peut y avoir. Et on a même oublié quelque part que ces propres consommateurs dont on essayait d'en faire une satisfaction absolue pouvaient être eux-mêmes nos salariés. Donc en fin de compte, toute l'énergie qu'on a canalisée en entreprise et toute la pression qu'on a mis pour réussir à satisfaire ces consommateurs, c'est eux-mêmes en fin de compte ces salariés qui ont souffert des méthodes de l'entreprise. Et donc on voit bien en fin de compte que cette logique du silo, en tout cas cette obsession que d'un seul résultat prédéfini, elle ne permet pas effectivement cette notion d'interconnexion et donc du coup de rentrer dans la complexité des défis qui aujourd'hui assomment les entreprises. Donc je pense que tant que les entreprises resteront sur ces logiques que tu montrais tout à l'heure dans le schéma du compliqué avec cette rétroaction uniquement, mais pas cette volonté de se repenser avec toutes les interconnexions qu'elles peuvent engendrer, je pense qu'elles vont véritablement s'épuiser. Oui, on pourrait prendre l'exemple de l'écologie. Actuellement, on ne traite pas ce sujet dans sa dimension complexe. On ne fait pas ça du tout. On s'évertue à essayer de comprendre ce qu'on a mal fait avant. On analyse le passé et on est finalement sans cesse en rétroaction. On espère bousculer nos schémas mentaux tout en restant dans le même champ de référence. On n'abandonne pas le passé et on ne laisse aucune place à l'inspiration. Et l'inspiration, c'est par exemple quand je parle des peuples autochtones. J'y fais souvent référence pour leur culture d'interconnexion avec le vivant. Voilà une connaissance du monde, parmi d'autres, qui pourrait vraiment nous aider à dépasser notre champ actuel de référence. Et c'est exactement ce que fait l'IA. Nous ne maîtrisons que son point de départ, rien d'autre, et elle dépasse très vite le champ de référence qu'on lui donne pour gagner en performance. Nous parlons donc du monde de demain en le pensant sur des logiques d'hier. Nous espérons des transformations sans amorcer de véritables innovations, celles qui nous permettraient de sortir de nos us et coutumes. Autrement dit, nous avons besoin actuellement d'une innovation radicale de la pensée.
Alors, je vais partager ce petit schéma qui t'était cher sur l'innovation. Donc, moi, ce que Tu j'ai veux que envie j'en de dise dire dans la quelque chose continuité de ce ou... schéma, c'est que on dit que les entreprises sont au cœur de la 4e révolution industrielle et de la 3e révolution anthropologique, mais je pense qu'elles sont au-delà de ça. Elles ne sont pas uniquement dans un processus de révolution. Elles ont véritablement la nécessité de réussir à amorcer le grand saut pour réussir à changer d'océan. Donc pour ça, j'ai envie de repartager une diapositive qui est la diapositive de l'océan bleu de Kim et Mauborgne. Cette diapositive, on ne va pas la commenter parce que le temps nous est imparti, mais elle dit 3 choses qui résonnent avec tout ce que l'on explique depuis qu'on a créé Déclic Conscience. C'est que les entreprises doivent réussir, certes, à toucher leur différenciation, mais également leur incontournabilité pour qu'elles sachent vivre ensemble en complémentarité et non pas forcément en logique concurrentielle. Qu'effectivement, plus on va segmenter le marché, plus on va arriver dans les limites de ce qu'il appelle l'océan rouge, alors qu'en fin de compte, si on accède au cœur du marché, donc ce que nous, on appelle en fin de compte ce point de départ, cette source, on peut effectivement déployer toutes les interconnexions possibles et donc un espace suffisant pour croître. Ce qui dit aussi ce tableau, c'est que finalement, avant de chercher à comment optimiser en fin de compte nos actifs et nos compétences actuelles, est-ce qu'on pourrait juste accepter de se repenser, de revenir à zéro et de se demander qu'est-ce que ça ferait en fin de compte si on en revenait à l'essence même de nos organisations. Donc, je pense effectivement que là où je suis d'accord avec toi, en tous les cas, c'est qu'il y a nécessité à changer d'océan. Parce qu'il va falloir vraiment qu'on arrive à faire ce grand saut et que ce grand saut, on ne peut pas le faire sans innovation radicale. Donc, il va véritablement falloir qu'on accepte de mettre nos sociétés dans des prises de décision à risque, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et on voit bien que cette innovation radicale, elle prend un risque, puisque quand on voit dans le tableau que je vous ai montré à l'instant, la conclusion qui en est faite, il dit en fin de compte comment on continue à valoriser l'industrie dans les limites même de l'industrie, ou comment finalement dans l'océan bleu on arrive à trouver des solutions qui transcendent l'industrie. Donc on voit bien que quand on parle de transcender un modèle, on est véritablement en train de rentrer dans des nouveaux schémas mentaux. Oui, et puis comme le disait récemment Fabrice Bonifay, croissance grise, croissance verte, en fait, nous allons droit dans le mur, tant que nous restons dans nos logiques de croissance. On pourrait prendre l'exemple du voyage. Actuellement, avec le corona, il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent de ne pas pouvoir, dans le futur, voyager autant. À mon avis, il faut qu'on repense notre conception même du voyage. Sortir du voyage touristique qui cherche à nous en mettre plein la vue et donc qui stimule forcément l'envie de revoyager rapidement comme une drogue pour développer le voyage immersif, celui qui nous permettrait de nous inspirer et de nous interconnecter au monde. Cela ne signifierait pas du tout qu'on cesserait de voyager, mais on voyagerait vraiment autrement, on voyagerait moins et surtout on voyagerait plus intensément. Ces voyages, ils se poursuivent par un voyage intérieur, une transformation du soi. Nous ne serions plus dans la consommation, plus dans le prendre, mais dans le vivre, dans se laisser surprendre, comme une initiation qui nous permettrait une meilleure conscientisation de notre intériorité et de notre vision du monde. Alors, ce voyage dont tu parles, Emma, ça reprend bien le concept de la théorie U d'Otto Scharmer, dont je vais à nouveau repartager l'écran. Alors, hop, désolée pour les petites manipulations. OK. Effectivement, donc, cette théorie U, en fait, elle explique comment une entreprise peut voyager dans son fort intérieur pour développer une force économique vertueuse et fondatrice. Alors, c'est pareil, je mets le schéma, vous avez tout le loisir de pouvoir le photographier ou de revoir la vidéo pour vous en imprégner si vous ne le connaissez pas encore, mais on ne peut pas le commenter pendant ces vidéos. Toujours est-il que ce que dit ce schéma, c'est que tant que les entreprises ne toucheront pas leurs sources, elles ne seront pas capables de définir de véritables raisons d'être. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit beaucoup d'entreprises qui développent aujourd'hui des raisons d'être qui sont davantage du registre du discours d'entreprise que du registre du sensible. Ce sensible, en fin de compte, qui relie tous les défis auxquels sont confrontées les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Ce sensible qui est à la source même des entreprises, qui s'atteint, on en est vraiment convaincu et je l'expérimente aussi,
par un véritable travail d'introspection. Et c'est une fois qu'il est révélé, qui permet de faire face avec force, pertinence et efficacité à l'ensemble des défis, tel un fil rouge ou une colonne vertébrale. Et j'aime bien cette notion de colonne vertébrale parce que c'est celle qui nous maintient debout. Donc, en conclusion, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour comprendre en fin de compte ce qui relie tous nos défis, c'est il faut cesser d'éclater nos défis. 2, il faut accepter de repenser nos organisations en organismes économiques, à la fois pour permettre de les animer sur des logiques d'interconnexion et en même temps pour leur permettre de réussir à toucher à leur essence, pilier des défis du sensible qu'elles ont à relever. Voilà, donc voilà pour la conclusion. Si vous avez aimé, likez, écoutez, partagez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. Et n'oubliez pas que Déclic Conscience est la première émission web participative au service des leaders d'aujourd'hui et de demain. Et que donc toutes les remarques que vous pouvez apporter contribuent à construire les prochains quarts d'heure Déclic. Merci beaucoup. À bientôt. Merci et au revoir.